Bon, on va commencer. Donc, je vous remercie à tous de vous être déplacés. Une soirée d'hiver, mais bon, quand c'est pour apprendre des choses, je crois qu'il faut faire l'effort. Donc, je vais commencer par faire un petit mot sur la laïcité. Face à la crise du système économique que nous traversons, où la mondialisation et ses effets délétères sur notre société affectent en premier lieu les plus faibles, la laïcité demeure le principe qui permet de pérenniser les trois valeurs essentielles de la République: liberté, égalité, fraternité. Depuis quelques décennies, le néolibéralisme a contraint l'État à transférer certaines de ses missions d'intérêt général au secteur privé. Elle a accentué les inégalités et les précarités et favorisé le réveil des intégrismes et fondamentalistes religieux. Ceux-ci pèsent de plus en plus lourdement sur notre société civile et tentent de ce fait de nous imposer leurs propres normes. Face à eux, une grande partie de la classe politique française a baissé la garde. Le concept même de la laïcité est affaibli et dénaturé par les interprétations que l'on en donne. Laïcité fermée, laïcité ouverte, et on en entend d'autres. Laïcité moderne. Oui, oui. Donc, la laïcité n'a pas besoin d'adjectif. Seule, elle a le droit à la différence sans la différence de droit. L'école laïque républicaine, affaiblie, appauvrie, ne cesse de devoir céder du terrain aux établissements privés confessionnels. Alors, quel est le creuset où se forge la notion de citoyenneté? Les filets sociaux, dont les mailles se relâchent à mesure de l'appauvrissement de l'État et de son désengagement, sont remplacés par la charité compassionnelle des églises et des communautés. Le cadre juridique de notre société est lui-même contradictoire. Comment justifier qu'au nom de l'histoire, les départements d'Alsace et de Moselle connaissent toujours un régime concordataire, que le délit de blasphème y perdure, tout comme l'enseignement religieux obligatoire dans les établissements publics? Comment justifier que la loi de 1905 ne s'applique pas dans certains départements d'outre-mer? Comment accepter qu'après la loi de Bray de 1959, qui autorise le financement public des établissements d'enseignement privé, presque tous confessionnels, la loi Carle de 2009 contraigne les communes à financer dans les mêmes conditions les écoles publiques et privées, y compris celles qui ne sont pas sur leur territoire? Et dernièrement, c'était la modification des heures dans le privé, dans le public, où on nous a contraints à faire le mercredi après-midi, matin ou le samedi matin, qui a un coût assez élevé pour les communes. J'en sais quelque chose. Comment se fait-il que cette obligation soit uniquement pour les écoles publiques? Les écoles privées n'ont pas l'obligation, ne sont pas contraintes, alors qu'elles touchent les subsides de l'État. Il y a quand même un petit problème. Alors que la loi de 2004 qui interdit le port des signes religieux ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées, elle a mis fin aux tensions qui avaient pendant 5 ans agité certains établissements. Notre ministre, dernièrement, vient de déclarer que les accompagnatrices n'étaient pas tenues d'observer une neutralité vestimentaire. Qu'est-ce qu'elle dirait si moi j'allais à l'école accompagner les enfants avec un t-shirt Dieu n'existe pas? Ça se fait pas. Bon. Donc ces attaques se sont reportées à l'université. Maintenant, on doit affronter une contestation des contenus par des dogmes. Face aux pressions qu'elles subissent, de nombreuses collectivités locales créent sous diverses dénominations des conseils de culte où les représentants des églises font entendre leurs doléances. Les départements ont été invités à mettre en place des observatoires de la liberté religieuse, comme si la religion était menacée.
Attaquée de toutes parts, dénoncée comme liberticide ou anti-religieuse, alors qu'elle ne vise qu'à soustraire le citoyen aux injonctions des dogmes, tout en laissant l'individu libre de ses choix métaphysiques, la laïcité a besoin d'être soutenue dans sa mise en œuvre pour pouvoir pleinement assurer sa tâche émancipatrice. C'est pour cela, il me semble, que les laïcs, qui sont majoritaires en France, doivent faire entendre leur voix. Notre force, c'est notre nombre, mais notre faiblesse, c'est notre silence. Le collectif Laïcité 32, c'est une association informelle. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a rien. Il y a moi qui passe des coups de téléphone, aidé par certains amis qui sont ici. L'année dernière, 25 associations qui allaient du monde politique, syndical, associatif, avaient répondu présentes pour la conférence publique qui avait lieu ici même. Cette année, faute de temps, je n'ai pas relancé beaucoup d'entre eux. Mais nous vivons encore. Nous avons plein d'idées. Il nous manque que le temps. Si certains veulent se joindre à nous, ils seront bien sûr les bienvenus. Peut-être devrions-nous nous fédérer. Il en est question, comme il se fait dans de nombreux départements. Il faut savoir que tous les départements voisins ont leur collectif avec une association déclarée en préfecture. Et ils font pas mal de conférences d'ailleurs. Cette année, c'est Pierre Léon, qui est ici, de l'association Le 122, qui se présentera, qui nous a trouvé un de ses amis pour plancher sur l'affaire Calas. Je vais lui donner la parole pour nous présenter l'orateur. Et après son intervention, il nous restera du temps pour vous poser nos questions et pour aborder quelques sujets plus spécifiques concernant le Gers. Pierre, je te donne la parole. Merci Michel. Donc quelques mots pour présenter Jacky Bénat. Donc Jacky Bénat est né le 30 juillet 1942 à Bonn en Algérie, aujourd'hui à Naba. Il est marié, 3 enfants et 9 petits-enfants. Il habite à Tournefeuille, près de Toulouse. Alors Jacky a commencé par être instituteur en Algérie, puis en Moselle, de 61 à 68. Ensuite, il était professeur jusqu'en 82. Il a obtenu un doctorat ès-lettres à l'Université de Toulouse en 75. Il a ensuite exercé la profession de cadre supérieur de la direction des armements terrestres au ministère de la Défense et directeur de la formation de Jet Industrie. À partir de 1996, il a été directeur d'une école d'ingénieurs, Institut supérieur des technologies de Toulouse, puis a pris sa retraite en 2002. Il est l'auteur de nombreuses publications et de plusieurs ouvrages, dont les 2 derniers s'intitulent « Toulouse, territoire du tramway » en 2010 et « Orient disparu » en 2011. Il est surtout conférencier, il a fait de très nombreuses conférences, par exemple les Mayas, les Cathares, l'affaire Calas et le traité sur la tolérance, le Front populaire, Napoléon et la franc-maçonnerie, histoire de la franc-maçonnerie en Algérie. Il est également vice-président de l'association Jean Calas, l'Europe nous regarde, dont il nous dira quelques mots tout à l'heure, l'association qui a été créée à Toulouse pour préserver la maison de Jean Calas. Alors quelques mots donc sur de présentation du contexte historique, sachant que Jacky va nous faire une conférence d'environ 3 quarts d'heure, une première partie sur l'affaire partie historique de Jean Calas proprement dite, et après une partie sur les enseignements qu'on peut en tirer pour la laïcité aujourd'hui. Et après, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, le 13 octobre 1761, Jean Calas, marchand protestant, retrouve l'un de ses enfants, Marc-Antoine, mort étranglé dans la maison familiale, 50 rue des Filatiers à Toulouse, maison qui existe toujours. Le capitoul David Baudric est chargé de l'enquête. Ce dernier, catholique fervent, mène l'instruction à charge, dans laquelle de multiples manifestations d'intolérance religieuse sont considérées comme des preuves. Condamné à mort le 9 mars 1762 par le Parlement de Toulouse, 8 voix sur 13, Jean Calas meurt le lendemain, roué vif, étranglé puis brûlé sur la place Saint-Georges, en 1762, c'est pas si vieux que ça. Informé de l'affaire, Voltaire, alors à Ferney, constitue un comité d'enquête composé d'avocats, de banquiers, de pasteurs protestants et de négociants. Ces derniers accumulent preuves et renseignements pour étayer la défense de Jean Calas. Par ailleurs, Voltaire utilise sa plume incisive en publiant plusieurs textes, dont le fameux traité sur la tolérance,
par lesquels il dénonce le procès de Jean Calas. À l'été 1764, le procès est ouvert. En mars 1765, le verdict tombe. Jean Calas est réhabilité à l'unanimité. Une victoire de la raison sur le fanatisme selon Voltaire. Cette histoire est emblématique de la nécessité de continuer la lutte contre toutes les formes d'intégrisme, d'intolérance et de fanatisme religieux. Seule la laïcité préserve de tous ces maux et reste le fondement indispensable de l'harmonie sociale en préservant la paix religieuse dans la République. Mon cher Jackie, c'est à toi. Merci Pierre. Oui, dans la présentation, dans ma présentation, dans la présentation personnelle qui était faite par Pierre, vous avez pu noter que j'avais été enseignant en Moselle. Et tout à l'heure, ça a fait écho ce que tu disais, parce que, bon, moi, j'ai fait l'école normale très laïque, très traditionnelle de l'époque, etc. Et puis on m'a envoyé en Moselle. Et la première question qui m'a été posée quand je suis arrivé à l'inspection académique de Metz m'a étonné. Et le mot est faible. On m'a demandé quelle est votre religion. Voilà. Parce que là-bas, dans le secteur public, il n'y a, et c'est le Concordat, il n'y a que des écoles catholiques ou des écoles protestantes. Et donc il faut choisir. Alors quand on n'a pas de religion, c'est extrêmement compliqué, bien évidemment. Donc quand on répond sans religion, on vous met n'importe où, là où ils veulent bien. Voilà. C'est comme ça que fonctionne le Concordat, en sachant effectivement que dans les localités, le maire est la deuxième personne. La première personne, c'est le curé. Et je sais que j'ai eu, je vais vous conter une anecdote personnelle. Un jour, le curé de Marette, curé de la localité Marette, pour me dire « J'ai quelque chose à vous dire, vous. » Je dis « Oui. » Et il me dit « Oui, vous êtes une honte pour les enfants. » Je regarde avec des yeux ronds, j'ai dit « Expliquez-vous. » Parce que l'attaque était frontale. Il me dit « Je vais m'expliquer. Vous ne venez jamais à la messe le dimanche. » Voilà. Voilà. Voilà où on en est dans le régime du Concordat. Il faut savoir que, par exemple, il y a une CAPES de religion. C'est-à-dire que l'État, au travers de l'organisation de l'éducation nationale dans ces 3 départements, puisque c'est le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, l'État cautionne ce type de CAPES. Voilà. Et bien, jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment d'organisation qui ait demandé fortement et d'une manière insistante l'abrogation de ce régime concordataire. C'est pour ça que ça faisait écho ce que tu disais tout à l'heure. Bon, écoutez, moi, je ne veux pas parler de moi, donc je suis venu vous parler de l'affaire Calas. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'affaire Calas? Parce que je fais partie, comme l'a dit Pierre, d'une association qui à Toulouse s'est mobilisée, s'est constituée d'ailleurs, pour sauver la maison Calas, car elle existe toujours. La maison de Jean Calas existe toujours, mais elle est menacée par un projet commercial que j'expliquerai peut-être tout à fait en fin de propos tout à l'heure. Cette affaire Calas se déroule au XVIIIe siècle. Pierre a pratiquement tout dit, je me demande si j'ai encore des choses à raconter, mais je reste persuadé qu'elle est fortement... Elle doit effectivement nous donner de forts enseignements pour ce que nous vivons actuellement. Car cette confusion, à un moment donné, avec la religion, a amené un drame certain que je vais essayer de vous raconter. Alors avant de vous parler de l'affaire Calas elle-même, moi j'en suis incapable de vous parler de l'affaire Calas si je n'ai pas brossé le contexte d'abord, si je ne vous ai pas parlé de la famille Calas. Alors je vais commencer par elle. Le 19 mars 1698, Jean Calas naît à La Cabarède, près de Castres. Il naît dans une famille protestante. Il y a beaucoup de protestants dans l'époque, il y en a encore beaucoup. Et vous savez qu'était intervenue l'abrogation de tout ce qui concernait ce qu'avait mis en place Henri IV, c'est-à-dire toutes les libertés qui avaient été données aux protestants et qui avaient été retirées sous Louis XIV avec la révocation de l'édit de Nantes,
Mais donc, les protestants étaient obligés de faire baptiser, depuis la révocation de l'édit de Nantes, étaient obligés de faire baptiser leurs enfants à l'église catholique, hein, s'entend. C'était un baptême de pure force, tout le monde savait que ça ne durerait pas, mais enfin, Jean Calas a été baptisé 4 jours après sa naissance. Le 19 octobre 1731, Jean Calas épouse Anne-Rose Cabibel, qui était une protestante comme lui. Hein. D'ailleurs, Jean Calas était installé depuis 1722 rue des Filatiers. Alors la rue des Filatiers, je ne sais pas si vous connaissez bien Toulouse, mais la rue des Filatiers, c'est une petite rue qui va de la place de la Trinité au marché des Carmes. Bon, vous voyez à peu près, c'est le plein centre-ville. Bon. Donc il s'était installé en 1722 comme marchand lingier rue des Filatiers et il épousa Anne-Rose Cabibel en octobre 1731. Ils eurent 4 fils, Marc-Antoine, dont il va être beaucoup question dans cette histoire, Pierre, Louis et Donna, et 2 filles, Anne et Anne-Rose, c'est-à-dire qu'une fille portait le même prénom que la mère. Hein. Bon. Le 7 novembre 1732, l'aîné comme pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, l'aîné des enfants, Marc-Antoine, est baptisé. En 1756, intervient un événement important dans la famille, très très important. Un des fils, Louis, décide de se convertir au catholicisme, ce qui va provoquer effectivement, vous vous en doutez, beaucoup de remue-ménage à l'intérieur de la famille. Et Louis quitte d'ailleurs le domicile familial. Alors, comment en est-il arrivé à cette conversion? Bon, il y a différentes thèses. Une des plus retenues, c'est qu'il a dû subir l'influence de la très pieuse servante de la famille qui s'appelait Jeanne Viguière et qui était catholique. Parce que, là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, les familles protestantes qui employaient des domestiques, il y avait des employés, devaient obligatoirement avoir des employés catholiques. Donc Jeanne Viguière était catholique. Peut-être a-t-elle influencé Louis, on n'en sait rien, hein, je ne peux rien vous affirmer. Le 18 mai 1759, Marc-Antoine, qui est l'aîné des enfants, donc, est reçu bachelier en droit. Et son rêve, c'était de devenir avocat. Mais, pour devenir avocat, à l'époque, il fallait obligatoirement être catholique. Un protestant ne pouvait pas devenir avocat. Il ne put donc, parce qu'il fallait passer un certificat de licence, qu'accordaient les autorités ecclésiastiques. Et vous vous en doutez, les autorités ecclésiastiques ne les accordaient qu'aux catholiques. Point barre. Donc il ne put obtenir des autorités ecclésiastiques le certificat nécessaire à la soutenance de ces derniers actes de licence. À partir de ce moment-là, je vous rappelle qu'on est en 1759, en mai 1759, Marc-Antoine, suivant tous les témoins, devint beaucoup plus sombre, parce que son rêve, c'était vraiment de devenir avocat. Il se résignait mal à vivre dans la maison paternelle, et il était promis à la succession de son père. Comme il était aîné, c'était lui qui devait reprendre le commerce de lingerie, de marchand lingier. Et ça, il n'en voulait pas du tout. Le 24 janvier 1761, juste avant qu'éclate cette affaire, on a trace d'une lettre du subdélégué de Toulouse à l'intendant du Languedoc, faisant état de la mauvaise volonté, ça va peser très très lourd dans le procès plus tard, faisant état de la mauvaise volonté de Jean Calas à subvenir aux besoins de son fils Louis, vous savez, celui qui s'était converti au catholicisme. Hein. Il ne vivait plus sous le toit familial, mais Jean Calas devait lui verser une pension. Il semblerait que cette pension n'ait pas été versée régulièrement, donc il y a un acte officiel là-dessus. Voilà, juste avant qu'éclate l'affaire. Alors je vous ai dit, moi je suis aussi incapable d'en parler si je n'ai pas brossé le contexte. Je fais, Pierre a dit tout à l'heure, je fais pas mal de conférences sur les cathars, sur le catharisme. Il faut savoir qu'au moment où va éclater cette affaire, nous sommes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Toulouse n'a plus rien à voir avec la Toulouse cathare. N'a plus rien à voir.
avec cette ville qui s'est dressée devant l'autorité de l'Église romaine au XIIe et XIIIe siècle. Ça n'a rien à voir. Il y a eu une forte reprise en main de l'Église catholique, et notamment au XVIe siècle et au XVIIe siècle, surtout au XVIIe siècle. Et Toulouse est devenue une ville très conservatrice sur ce plan-là, très traditionnaliste au point de vue. Alors, je vais donner quelques exemples, sinon ça n'a pas de sens, ce que je dis. C'est à Toulouse, par exemple, qu'on remerciait Dieu solennellement, chaque année, de la mort d'Henri III, qui avait été assassiné par le moine Jacques Clément en 1589. C'est à Toulouse que l'on fit, par exemple, serment que le premier qui reconnaîtrait le roi Henri de Navarre, vous savez qu'il va devenir Henri IV plus tard, comme roi de France, serait exécuté. C'est à Toulouse qu'on commémorait chaque année la Saint-Barthélemy, par une procession, par des feux de joie, et cela depuis 2 siècles, malgré 6 arrêts du Parlement qui avaient interdit cette pratique. On continuait, la pratique continuait. Au moment où se déclenchait cette affaire, elle se faisait toujours. C'est à Toulouse qu'il y a eu, au moment des guerres de religion, un grand massacre de protestants. Voilà le contexte, au moment où va éclater cette affaire. Pierre, si tu veux passer à la diapo suivante. Vous avez donc un portrait approximatif de Jean Calas. Hein. On n'a pas grand-chose pour le représenter. Alors la scène se passe dans la maison familiale, au 50 rue des Filatiers, à Toulouse, qui n'était pas le 50 à l'époque, qui était le 16 rue des Filetiers, parce qu'on disait les Filetiers à l'époque. Le 13 octobre 1761, arriva chez les Calas vers 17 h environ, un certain Gobert Lavesse, qui était un ami de la famille. Il venait de Bordeaux, où il avait mené ses études auprès d'armateurs à l'école de pilotage, et il venait d'avoir son brevet pour devenir commandant de marine marchande. Il allait voir ses parents, qui habitaient Caraman, et toute la journée, il a cherché un cheval de louage. Mais il n'en a pas trouvé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la période des vendanges, et tous les animaux de trait avaient été pris, avaient été loués. Donc, ne sachant pas où aller, il arriva vers 17 h chez ses amis Calas. On peut dire qu'il s'est un peu incrusté, hein, comme il ne partait pas. Le maître de maison, Jean Calas en l'occurrence, elle l'invita à souper. La mère, dont je vous ai donné le nom de jeune fille tout à l'heure, Anne-Rose Cabibel, se rendit auprès de son fils Marc-Antoine, vous savez, celui qui, justement, n'avait pas réussi à devenir avocat, qui était assis tout seul dans la boutique en bas, et l'appartement était au premier étage, et la boutique était en dessous. Elle est toujours en dessous, d'ailleurs. Et elle se rendit auprès de son fils Marc-Antoine, qui était assis tout seul dans la boutique, et qui était, d'après ce qu'elle a dit plus tard, je reprends ces termes, fort rêveur, pour lui demander d'aller chercher du fromage. On sait même, vous voyez, parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas de fromage pour le repas, on sait même que c'est du fromage de Roquefort. Vous voyez, on va jusqu'à ce point de détail. Le souper se passa à peu près normalement, mais au dessert, Marc-Antoine se leva brutalement, il se leva de table, et il passait à la cuisine. La servante, la fameuse Anne-Rose Cabibel, dont je parlais tout à l'heure, ça faisait quand même 24 ans qu'elle était au service... Jeanne Viguière, excusez-moi. Jeanne Viguière, ça faisait 24 ans qu'elle était au service des Calas. Donc elle avait vu grandir les enfants, etc. Elle était très attachée à la famille. Hein. C'était une catholique fervente. Son influence, comme je le disais tout à l'heure, a peut-être joué dans la conversion de Louis, mais je n'irai pas plus loin. Et la servante, voyant rentrer Marc-Antoine dans la cuisine, lui dit « Avez-vous froid, monsieur l'aîné? Chauffez-vous », l'invitant à se rapprocher de la cheminée. À cela, Marc-Antoine répondit « Bien au contraire, je brûle », et il sortit brutalement de la cuisine. À partir de ce moment-là, on ne le vit plus. Les autres convives, je rappelle, les autres convives, c'est Jean Calas, sa femme, c'est l'invité, Gobert Lavesse, c'est le fils cadet Pierre.
restèrent à table, continuèrent à discuter. Ils passèrent même dans une chambre. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, les chambres servaient de lieu de conversation. Ils passèrent dans la chambre pour continuer la conversation. Et vers 22 heures, Gobert Lavesse décida enfin de prendre congé. Pierre prit un flambeau et ils descendirent ensemble l'escalier qui mène au couloir qui est en bas, couloir qui distribue à la fois vers les appartements, enfin vers l'escalier qui mène aux appartements, et vers le local commercial. En passant, Pierre et Gobert Lavesse remarquèrent que la porte qui donnait sur l'arrière de la boutique était ouverte, ce qui était complètement inhabituel. Ils y pénétrèrent et ils découvrirent le corps de Marc-Antoine. On entendit alors de grands cris et Jean Calas descendit l'escalier à son tour, accourut, pour constater effectivement aussi que le corps de son fils gisait au sol. Au bout d'un moment, la mère Calas entendit à son tour les cris, elle descendit et elle vit Marc-Antoine étendu à terre. Pierre, pendant ce temps, était parti demander de l'aide. Il revint avec un certain Antoine Gorce, qui était garçon chirurgien. Ce dernier dénoua le foulard qui était autour du cou, qui entourait le cou de Marc-Antoine. Il y avait des empreintes de cordes sur la peau. Et Gorce dit au père, « Votre fils a été pendu ou étranglé. » Anne-Rose Calas, vous vous en doutez, complètement affolée, refusait de croire en la mort de son fils et continuait à lui asperger le visage de l'eau de la reine de Hongrie. On pensait que on pouvait ramener les gens à une meilleure conscience avec cette eau de la reine de Hongrie. Grand remue-ménage. Tout le quartier était ameuté par les pleurs et les lamentations des parents Calas, par les cris de la servante, Jeanne Viguière, qui se lamentait, qui criait « L'Antoite, l'Antoite, on l'a tué, on l'a tué », ou ils l'ont tué plutôt. Une enquête sérieuse, menée à ce moment-là, aurait sans doute permis de déterminer avec précision la cause de la mort de Marc-Antoine. Mais les rumeurs se répandirent très vite, et les voisins accoururent de plus en plus nombreux. Tu veux passer la suivante, s'il te plaît ? Voilà. Certains allèrent quérir David de Baudrigue. Alors David de Baudrigue, qui était-ce? C'était un capitoul. Alors vous savez que les capitouls, normalement, étaient les conseillers municipaux de Toulouse, mais depuis le Moyen-Âge, les capitouls avaient aussi la charge de police. Ils avaient la charge de la police de la ville, qu'une compagnie de soldats du guet leur permettait d'assurer plus ou moins efficacement. Le capitoul de David de Baudrigue, qu'on voit sur ce portrait, sur ce tableau, avait reçu cette délégation pour la période qui nous occupe. Et il habitait le quartier, ça tombait bien, ou ça tombait très mal pour, Jean Calas, par contre. Donc, certains allèrent quérir ce David de Baudrigue, un capitoul qui n'habitait pas loin, et qui était très apprécié d'ailleurs à Toulouse pour son zèle policier. On pense que ce David de Baudrigue avait lu des ouvrages de propagande catholique où on affirmait que les pères protestants avaient pour habitude de tuer leurs enfants quand ceux-ci voulaient se convertir au catholicisme. Le coupable pour lui, immédiatement, et vous le voyez, il montre Jean Calas du doigt, le coupable, et ce tableau se trouve au musée du Vieux-Toulouse, à Toulouse. Et le coupable ne pouvait être que Jean Calas. Il en est convaincu tout de suite. L'engrenage était en marche, même si on avait affaire à une thèse complètement aberrante. David de Baudrigue fut naturellement chargé de l'enquête, qu'il mena, de l'instruction qu'il mena à charge, complètement à charge. Il interrogea Jean Calas, il interrogea son fils Pierre, Gobert Lavesse, la mère Calas, la servante, etc. Alors, il faut quand même souligner un problème. Ces derniers donnèrent des indications assez vagues au départ sur les circonstances dans lesquelles on avait trouvé Marc-Antoine. D'abord, dans un premier temps, la famille soutint la thèse d'un meurtre commis par un inconnu qui aurait suivi ou qui serait rentré
dans l'échoppe de Jean Calas et qui aurait assassiné Marc-Antoine. Mais la thèse d'un meurtre commis par un inconnu ne tenait pas. Très vite, elle fut démontée. Alors, très vite, là encore, la conviction de David de Baudric fut la suivante. Il ne pouvait... C'était en fait un crime qui avait été maquillé quelque part. La famille Jean Calas, le fils Calas, Gobert Lavesse, n'avouèrent dans un second temps, n'avouèrent le suicide que dans un second temps. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé Marc-Antoine pendu entre deux portes, hein, il avait mis un gros rouleau qui servait pour les étoffes entre deux portes, il se serait pendu à ce moment-là, et qu'ils l'ont enlevé et posé à terre comme on le voit sur cette image. Donc ils auraient maquillé le suicide en meurtre afin... Alors pourquoi? C'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle encore, l'Église catholique condamnait le suicide. Vous savez, c'est la fameuse parole des évangiles qui dit seul Dieu donne la vie, seul Dieu l'enlève. Donc, comme celui qui se suicidait à un moment donné commettait un acte répréhensible à l'égard de la parole de Dieu, il ne pouvait être enterré en terre d'église. Au contraire même, il subissait des obsèques infamantes qui étaient prévues en cas de ce que l'on considère à l'époque comme un crime contre soi-même. Le cadavre, par exemple, était traîné dans les rues de la ville avant d'être jeté dans une fosse commune. Vraisemblablement, la famille Calas n'a pas voulu avouer le suicide pour épargner à Marc-Antoine ses obsèques infamantes. David de Baudric fit transporter le cadavre au Capitole, il fit embarquer toute la famille pour un interrogatoire qui se montra très vite orienté. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Calas étaient protestants, et la rumeur de plus en plus insistante à Toulouse attribuait à Jean Calas la fureur, une colère contre un fils qui, soi-disant, avait envisagé, pour devenir avocat, avait envisagé de devenir catholique. On racontait dans la ville que la veille même, il avait été à Saint-Étienne, à la cathédrale Saint-Étienne, pardon, il avait été rencontrer les prêtres pour savoir comment ils pouvaient se convertir, quelles étaient les modalités. Quelque temps plus tard, les prêtres de Saint-Étienne interrogés dirent qu'ils ne l'avaient jamais vu. Et ça suffisait. La rumeur était de plus en plus insistante et David de Baudric était tout prêt à écouter tout cela. Et puis en plus, il utilisa le monitoire. Alors le monitoire, c'était quoi? Le monitoire, c'était tout catholique devait à un moment donné venir témoigner. S'il était au courant de l'affaire, bien sûr, il devait venir témoigner et dire ce qu'il savait. Alors, si bien sûr, il avait une preuve directe, elle était comptée comme telle. Si c'était un ouï-dire, c'était compté comme une demi-preuve. Si c'était un ouï-dire d'un ouï-dire, c'était compté comme un quart de preuve, etc. Vous avez compris le système. Bon, il utilisa le monitoire contre Jean Calas. Et puis, surtout, il utilisa la question. Sous la torture, le vieil homme, il a plus de 60 ans. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, c'est vieux. Hein, bon. Dans un moment de faiblesse, Jean Calas avoua le crime avant de se rétracter. Et jusqu'au dernier moment, il criera son innocence. On ne manquait pas de témoins, j'allais dire de faux témoins. Tout le quartier avait entendu les cris, tout le quartier était prêt. C'était la seule famille protestante de la rue des Filatiers. Tout le quartier était prêt, effectivement, à témoigner contre la famille Calas. Jean Calas fut condamné à mort le 9 mars 1762 par le Parlement de Toulouse, par 8 voix sur 13 juges. Jean Calas fut
roué le lendemain. Vas-y Pierre, s'il te plaît. Alors vous voyez les adieux de Jean Calas qui vient d'être condamné à la mort, les adieux de Jean Calas à sa famille. Vas-y Pierre. Voilà le supplice de la roue. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le supplice de la roue, vous en avez une image là. C'est-à-dire le condamné était attaché. La sentence précisait combien de temps le condamné devait vivre encore sur la roue. Hein? Bon, alors pour Jean Calas, c'était 2 heures. Alors qu'est-ce qui se passait pendant ces 2 heures? Eh bien le bourreau, hein, vous le voyez là, il a une barre de fer, là, une grosse barre. Le bourreau devait briser les membres. Alors pour que quand même le condamné puisse vivre les 2 heures imposées, on commençait effectivement par le bout des membres, etc., que ce soit les mains, les pieds, puis on remontait, etc., jusqu'à la poitrine. On écrasait la poitrine à coups de barre de fer. Au bout de 2 heures, Jean Calas vivait toujours. C'est ce qu'on appelait les 2 heures du retentum. Hein. Les 2 heures étant expirées, comme Jean Calas vivait toujours, le bourreau s'approcha et il tira de toutes ses forces la hare, c'est-à-dire la corde qu'on lui avait passée autour du cou, et il l'étrangla ainsi. Une rumeur parcourut la foule, il était 6h30, enfin 18h30, les préliminaires du supplice avaient commencé à 15h. Déjà à côté, le bûcher flambait, le bourreau et ses aides détachèrent le cadavre de la roue, et quand les flammes furent assez hautes, ils jetèrent le cadavre de Jean Calas dans le foyer. La foule finit par se retirer. Il y avait une foule énorme pour assister à ça. On avait dû fermer les portes de la ville. La foule finit par se retirer, mais les plus acharnés demeurèrent là jusqu'à la nuit noire, tâchant de s'approcher du feu, en dépit des soldats du guet qui les faisaient refluer sans cesse. L'affaire aurait pu s'arrêter là et rester, j'allais dire, toulousaine. Mais un marchand marseillais, qui était de passage à Toulouse au moment de cette affaire, vint voir Voltaire à Ferney. Alors Ferney, ça se trouve à la frontière, c'est dans le pays de Gex, à la frontière suisse. Oui. D'ailleurs, la propriété de Voltaire était à cheval sur la France et la Suisse, ce qui était bien pratique parce que Voltaire avait eu tellement d'ennuis avec la justice par toute la liberté de penser qu'il avait manifestée, il avait eu tellement d'ennuis avec la justice française que de temps en temps, il pouvait se réfugier en Suisse sans quitter sa propre propriété. Donc, informé de l'affaire par Dominique Audibert, ce marchand marseillais, Voltaire crut d'abord le jugement fondé. Pierre, si tu veux. Là, on a une autre vue de la robe. Hein. Alors, oui, j'ai oublié, je peux vous donner des détails si vous voulez. Jean Calas a été martyrisé sur une roue horizontale. Mais quelquefois, la roue pouvait être verticale aussi. C'est-à-dire qu'elle était plus large, on attachait le corps du supplicié. Vous avez compris, hein, il subissait la même chose. Vas-y, Pierre. Voilà. François-Marie Arouet dit Voltaire. Vous avez les dates de sa vie. Voltaire crut informé de cette affaire par Dominique Audibert. Il crut d'abord le jugement fondé. Et il dit simplement, écoutez, si ce Calas, que je ne connais pas, il n'est jamais venu à Toulouse, hein, Voltaire, si ce Calas est coupable, eh bien c'est une affaire de fanatisme protestant. C'est ça qu'il faut condamner. Si Calas est innocent, c'est le fanatisme catholique qu'il faut condamner. En tout état de cause, c'est une affaire de fanatisme religieux. Voilà, sa conviction dans un premier temps. Mais bientôt, plus il s'informe, plus certaines incohérences frappent le philosophe, qui décide de mener sa propre enquête. Les faits mêmes sont troublants. Comment un homme âgé de plus de 60 ans a-t-il pu venir seul à bout d'un homme de 30 ans, son cadet, dont tout le monde disait que Marc-Antoine était un homme solide, costaud? Il a pu être aidé. Il a été nécessairement, pour arriver à bout de son affaire, si vraiment il voulait tuer son fils, il a été nécessairement aidé dans son crime. Mais alors,
pourquoi avoir condamné Jean Calas à mort et avoir acquitté tout le reste de la famille? N'est-ce pas une façon pour les capitouls de Toulouse d'avouer à demi-mot qu'ils avaient commis une erreur? Ce sont toutes ces idées qui travaillent Voltaire. Par ailleurs, la réaction de Jean Calas a frappé plus d'un observateur, jusqu'au bout. Et même lors de son supplice, qu'on a vu tout à l'heure, de son supplice terrible, Jean Calas n'a cessé de clamer son innocence, jusqu'à son dernier souffle. Voltaire décida donc de rencontrer les deux fils Calas, Pierre et Donat, afin d'éclaircir un certain nombre de points de l'affaire. En juin 1762, il s'est définitivement convaincu de l'innocence de Jean Calas. Et à partir de ce moment-là, tu peux essayer. Ouais, ça, alors, vous avez vu Voltaire jeune tout à l'heure. Voilà comment était Voltaire au moment de l'affaire Calas. Hein, il était déjà très âgé. Ah, ça, c'est le Voltaire de Ferney. Vas-y. Voilà. Il reçoit la famille Calas, il écoute en particulier les témoignages des deux fils Calas, Pierre et Donat. Et à partir du moment où il se convainc de l'innocence de Jean Calas, il va se lancer dans une entreprise de réhabilitation posthume qui est, vas-y, vraiment ce que j'ai appelé sur cette diapo une médiatisation avant l'heure. Il a quand même j'allais dire la finesse de ne jamais mettre en doute la bonne foi des juges de Toulouse. Jamais. Il va se contenter d'incriminer l'instruction menée par le fameux David de Baudrigueux, que nous avons vu tout à l'heure, qui, selon lui, s'est montré hostile d'emblée, et s'est montré d'emblée hostile à la famille, justement parce que la famille était protestante, et a négligé de mener une enquête de fond. Le plus admirable surtout, c'est que Voltaire retrouve en face de lui l'Église catholique, qu'il avait beaucoup combattue, hein, celle qu'il dénonçait comme l'infâme, l'impie. Et il sentait qu'il avait là l'occasion de relancer le combat. Donc, il va... Alors, il écrit par exemple, j'ai un texte sous les yeux là, il écrit au cardinal de Bernis en 1762 « J'en suis tout hors de moi, je m'y intéresse comme homme et un peu comme philosophe. Je veux savoir de quelle horreur se monte ce fanatisme. Aurais-je supplié votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse pour avoir pendu son fils. Cette aventure me tient au cœur, elle m'attriste dans mes plaisirs, elle est corrompue. » Dans son enquête, Voltaire, donc, va décider de constituer tout un groupe de spécialistes. Il va faire appel, dans un premier temps, à des avocats, à des juges. Il va faire appel à des banquiers, parce qu'il faut de l'argent pour mener tout ça. Mais il va aller bien au-delà. Il va envoyer missive sur missive à nombre de personnages politiques qui marquent en France. Voltaire, c'était un homme à écrire plusieurs dizaines de lettres par jour. Hein. Et surtout, il écrit à de grands souverains en Europe qui vont être relativement contents, surtout quand ce sont des souverains protestants, d'intervenir et d'envoyer des subsides, d'envoyer des sommes d'argent. Donc, il s'est montré, comme je l'ai marqué là-dessus, hein, novateur en matière de défense. Il a fait preuve d'un sens aigu de publicité, sans se déplacer de Ferney, sans se déplacer de chez lui. Il parvint à mobiliser l'opinion publique autour de cette affaire. Il a formé ce que j'appelais le comité d'enquête tout à l'heure, avec ses avocats, ses banquiers, ses pasteurs protestants, des négociants, etc., qui avait pour but d'accumuler des preuves et des renseignements, mais aussi de gérer les fonds de soutien qui venaient de toute l'Europe. J'ai parlé de souverains européens qui sont intéressés à cette affaire, j'en citerai deux simplement, c'est Catherine II de Russie et Frédéric II de Prusse, qui vont intervenir et largement subventionner le comité d'adoption, comme on l'avait appelé, hein, ce comité qui s'était constitué pour la réhabilitation de Jean Calas. J'ouvre une parenthèse pour dire que si vous voulez consulter les œuvres originales de Voltaire,
Ce n'est pas en France que vous les trouverez. Il y a à Saint-Pétersbourg un musée Voltaire, parce que Catherine II a acheté l'intégralité des œuvres originales de Voltaire. Tout se trouve là-bas. Bon, alors, les gens qui constituaient ce comité ont accumulé les preuves, les renseignements pour étayer la défense de Jean Calas, gérer les dons, etc. Et puis Voltaire a continué pendant ce temps à utiliser sa plume incisive en publiant de manière anonyme plusieurs textes, parmi lesquels il dénonçait le procès de Jean Calas. Et surtout, en 1763, en novembre 1763, Voltaire va publier son très fameux traité sur la tolérance, dont le sous-titre c'est Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. Voilà le sous-titre. C'est un livre fondamental dont nous avons fêté il y a peu de temps, hein, vous vous en doutez, le 250e anniversaire. Comme il continuait à contacter les personnages les plus hauts dans la hiérarchie politique en France, il arriva même à convaincre le duc de Choiseul. C'est pas n'importe qui, c'était quand même le premier ministre du roi, Louis XV. Et puis mieux que ça même, il arriva à convaincre la marquise de Pompadour, qui, si vous me le permettez, avait l'oreille du roi, hein, dit en termes édulcorés. Donc le roi vraiment est mis au courant au plus près de cette affaire. Il va même publier, vous voyez quand je dis, non, pardon, on revient là, ça ne fait rien. Ce que vous aviez vu tout à l'heure, voilà, ceci, c'est une des nombreuses publications en fait, financées par Voltaire, par ce comité d'adoption. Il va publier des estampes, des portraits, des images comme celle-ci, etc., qui vont être envoyées dans l'Europe tout entière. Et puis surtout, il va réussir à obtenir que Anne-Rose Calas, née Camibel, hein, puisse être reçue à la cour. Sa dignité, le roi l'écoute, sa dignité va provoquer des mouvements de compassion que Voltaire sut à merveille exploiter par la suite. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, la machine est en marche. En mars 1763, la requête de la famille Calas est jugée acceptable par le bureau des cassations. Donc la famille Calas, à ce moment-là, est reçue à la cour. Hein, et le 7 mars 1763, ça ne traîne pas après l'entrevue avec le roi. Une semaine après, le Conseil d'État, à l'unanimité et avec l'appui du roi, ordonne au Parlement de Toulouse la communication de sa procédure. Le Parlement de Toulouse ne répond pas. Il faut une deuxième sommation du roi, cette fois-ci il ne pouvait plus rien faire, une deuxième sommation pour que fin juillet seulement, vous voyez, entre mars et juillet, c'est passé du temps, hein, le Parlement de Toulouse envoie la procédure. Voltaire écrira à ce moment-là, « Le règne de l'humanité s'annonce. Ce qui augmente ma joie et mes espérances, c'est l'attendrissement universel qu'on a pu constater dans la galerie des glaces de Versailles. Voici bien une occasion où la voix du peuple est en même temps la voix de Dieu. » Car je vous rappelle que Voltaire n'était pas athée, il était déiste. C'est-à-dire il s'est battu de toutes ses forces contre l'Église, mais il croyait en Dieu. Et il pensait qu'entre le croyant et Dieu, il ne devait pas y avoir d'intermédiaire. En novembre 1763, je vous ai dit, c'est la publication du traité sur la tolérance. Le 4 juin 1764, intervient une sentence de cassation. Pour que le procès puisse être rejugé, la famille Calas devait être à nouveau incarcérée. On va le voir. Elle le sera de manière purement formelle à la conciergerie. Une gravure célèbre, c'est un dessin de Carmontel, représente ce moment où la famille est réunie dans une cellule, comme on le voit, et écoute la sentence de cassation. D'ailleurs, Voltaire en profite pour que ce dessin de Carmontel, cette gravure célèbre, hein, soit vendu dans l'Europe entière. Il va fournir à la famille Calas une aide matérielle urgente. En février 1765, le capitoul David de Baudrigue est destitué.
Il se suicidera quelque temps après, bien que catholique fervent. Le 9 mars 1765, le verdict tombe. Jean Calas est réhabilité à l'unanimité. Une victoire de la raison sur le fanatisme, dira Voltaire. Il écrira même ceci. Nous versions des larmes d'attendrissement, le petit Calas et moi. Mes vieux yeux en fournissaient autant que les siens. C'est pourtant la philosophie toute seule qui a remporté cette victoire. Quand pourra-t-elle écraser toutes les têtes de l'hydre du fanatisme religieux? Voilà, cette affaire Calas se déroule au XVIIIe siècle. Elle a été appelée par certains historiens, surnommée par certains historiens comme l'affaire Dreyfus du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est enfoncé dans l'histoire? Et ça n'a aucune relation avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je n'y crois pas du tout. Je pense au contraire qu'elle est porteuse de pas mal d'enseignements. Comme chacun le sait, les religions certaines religions ont parfois généré, parmi leurs fidèles, des comportements intégristes, des comportements fanatiques. S'il en est ainsi, c'est parce qu'elles ont tendance à revendiquer le monopole de la foi et surtout le monopole de la vérité. Par ailleurs, et nous le savons, les religions du livre sont fondées sur des dogmes, c'est-à-dire sur des croyances qui ne sauraient être remises en question, qui ne doivent pas être remises en question. De ce fait, elles favorisent, malgré elles, j'allais dire, l'intolérance, l'intransigeance, deux faiblesses majeures qu'on trouve à l'origine de ce que j'ai appelé l'intégrisme et le fanatisme tout à l'heure. Je n'ai pas ce soir envie de mener un réquisitoire contre les religions, mais force est de constater que si les religions sont respectables dans ce qu'elles offrent de meilleur à leurs fidèles pour vivre leur foi, l'histoire, notre histoire est jalonnée d'événements dramatiques causés par les comportements intégristes et fanatiques de certains d'entre eux, y compris parmi les plus hauts dirigeants. À un moment ou à un autre, certains ont commis des crimes et mené des guerres à l'encontre de ce qu'on a appelé à certains moments les païens, à d'autres moments les infidèles, etc. Soi-disant au nom de Dieu, quelquefois même à la demande de Dieu lui-même. Ceci étant d'autant plus incompréhensible et injustifiable que les livres sacrés sur lesquels reposent ces religions condamnent la plupart du temps la haine, la violence, la vengeance, le meurtre. Que faire aujourd'hui pour lutter contre l'intégrisme et le fanatisme religieux qui a broyé, par exemple, un Jean Calas? En premier lieu, il faut que les fidèles acceptent l'idée que la religion qu'ils suivent ne détient pas le monopole de la vérité. Et même qu'elle peut être dans l'erreur sur certains points de doctrine et de morale. Cela suppose qu'ils cultivent ces deux vertus fondamentales que sont la tolérance et l'esprit critique. En second lieu, il faut que les dirigeants de ces religions, notamment ceux qui exercent les fonctions les plus élevées dans leur hiérarchie, soient les premiers à condamner fermement et sans appel tout crime, tout meurtre, tout attentat commis par un intégriste ou un fanatique se réclamant de la religion qu'ils dirigent. Alors, le débat que l'on mène aujourd'hui, c'est de savoir, alors qu'on a cru ces dernières années, ces dernières décennies, on a cru que bon, le combat pour la laïcité était un combat d'autrefois, mais que la page était tournée. Ce combat continue. J'ai envie de dire, il est encore plus présent, il est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques années. Nous sommes dans une configuration où certaines de nos structures sont mises en danger par les réactions des extrémistes de tout poil. Mais les principes fondateurs de la République sont même quelquefois remis en cause. Notre pays est le pays des droits de l'homme. Il est le pays de la liberté de conscience, mais il est aussi le pays de la laïcité. La laïcité aujourd'hui, ce n'est pas celle d'il y a un siècle. Au moment de la séparation en 1905, nous sommes le 9 décembre,
de la séparation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, où il s'agissait d'arracher à l'Église catholique, essentiellement, hein, son emprise sur le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, c'est pas ça du tout, la laïcité. Aujourd'hui, c'est de dire chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Mais les croyances individuelles, si elles existent, doivent rester dans la sphère privée et ne venir en aucun cas perturber la sphère publique. Et ça, nous devons être particulièrement vigilants là-dessus. En aucune façon, nous ne pouvons accepter que les croyances individuelles viennent à un moment donné perturber la sérénité du fonctionnement de la République. Ça serait de notre part une erreur, j'ai envie de dire pour les combattants de la laïcité, une faute. Merci à tous.